Et aussi un concept très intéressant, parce qu'il n'y a pas que la France qui s'occupe de ça, il y a l'Italie. Donc je remercie en tout cas d'être venus de Milan pour nous présenter, eux, comment ils sont en train de mettre en place un organisme pour rendre le sport inclusif. D'accord ? Donc c'est de l'interaction, je serai là pour pouvoir donner la parole. Voilà. S'il y en a qui parlent trop, je serai désolé, je serai obligé de les couper. Pour que tout le monde puisse avoir un temps de parole, puisque plus il y a de personnes qui vont donner leur avis, plus ça sera riche en tout cas pour tout le monde. Je vais vous laisser vous présenter. Je te laisse galanterie. Donc je suis Martine Durand, je suis présidente du club d'escalade Escacel à l'Est. Donc on a ouvert, c'est pas moi qui ai ouvert le club en 87, mais je l'ai repris il y a quelques années. Depuis qu'on l'a repris, on essaie, disons, de faire venir beaucoup plus d'enfants, puisque c'est la demande qu'on a. Et on a aussi la demande de beaucoup de parents de savoir comment. Alors, je m'excuse auprès de toi, parce que je ne vais pas l'escalade. C'est pas vrai. Voilà. On a des enfants qui sont porteurs d'un handicap, et donc des parents nous demandent de les initier à l'escalade. Donc nous, on y met nos propres moyens, on n'a pas d'encadrant, c'est-à-dire qu'on fait ça bénévolement, mon mari qui est là et moi-même. On encadre ces enfants et c'est surtout par affinité, c'est-à-dire qu'on répond à ce qu'ils nous demandent, tout ce qu'ils veulent. C'est toujours tiré d'une bonne attention, il a bien dit. Donc on répond à leurs demandes et c'est vrai qu'on a donc 2 petits autistes et un non-voyant et on arrive à les faire grimper, à leur faire découvrir le sport, à les inclure dans des groupes d'enfants pour qu'ils participent aux jeux quand il y a des jeux collectifs, mais sinon quand il s'agit de grimper, c'est nous qui nous en occupons. Donc on a démarré ça en 2019, difficile parce que, Dorian le sait, elle était avec nous au départ, c'est très difficile de démarrer avec des enfants qu'on ne connaît pas le handicap. Donc non-voyant, on arrive à le faire parce que c'est plus facile pour nous, mais d'autres pathologies, c'est très difficile. Alors c'est pour ça que je me suis retournée vers des gens comme le DAIS, comme Dorian en grande partie, parce qu'on a vraiment appelé, et voir aujourd'hui de faire appel peut-être à des jeunes qui sont instables pour nous aider à monter notre projet, sachant qu'en septembre 2022, on a l'ouverture d'une salle d'escalade sur l'Est. Donc ce sera une salle bloc régionale avec 2 lignes de vitesse et 6 lignes de difficulté. Donc et on a prévu dans cette salle de faire des créneaux d'ouverture de 10h, 22h en mettant des créneaux spécifiques pour les activités sportives, bien sûr, les clubs, mais pour les associations, pour les entreprises, pour le secteur handicapé, s'il y en a qui demandent. Voilà. C'est notre projet pour septembre 2022. Je vous remercie. Je profite de présenter Dorian qui est une salariée et qui s'occupe du bassin alésien au niveau du DAIS. Voilà. Donc ça permettra un peu de faire le lien. Donc s'il y a des clubs parmi vous qui veulent sur le bassin alésien, c'est avec Dorian qu'il faut voir un peu les disponibilités. Je t'en prie. Non, c'est à toi. Alors moi je m'appelle Brice Arnaud, je travaille au comité du Gard handball, je suis éducateur sportif. Dans ce cadre-là, j'interviens auprès d'un jeune public en partenariat avec le comité sport adapté et le comité handisport. On met en place de la pratique, on a déjà mis en place de la pratique partagée. On a fait des classes, et quand on a fait de la promotion du handball avec des classes, on va dire, d'établissements primaires, où on avait fait venir des enfants d'établissements spécialisés, où on a mélangé les groupes et ils pratiquaient le handball ensemble. Donc ça c'est une approche qu'on a vue commune. Et après c'était vous faire part aussi, j'interviens sur une section d'un club, le club départemental, qui s'appelle le club handball 30, qui est une structure spécifique qui accueille des adultes, où on a un groupe, un créneau qui est dédié normalement à la pratique du hand ensemble. Et c'est là pour vous faire part que c'est chez les adultes et on se confronte à une grosse difficulté, c'est qu'on fait du hand entre nous. Parce que ce sont des personnes qui sont issues, pour la plupart, il y a 2 établissements spécialisés qui viennent. D'ailleurs, un éducateur qui est ici présent, un groupe de Sésame Autisme, l'association Sésame Autisme, et un foyer occupationnel Père Pascal. Et puis après, il y a un individuel du village qui vient pratiquer. Et puis on a réussi cette année à recruter une personne qui est venue du loisir. Sinon, voilà. Le but de cette association, de cette section qui a été créée il y a une douzaine d'années, c'était faire du hand ensemble, partager la pratique, alors sur un créneau non compétitif, puisqu'on a des personnes
différents niveaux de jeu, on va dire, c'est difficile de rentrer, de le faire intégrer on va dire, dans la pratique ordinaire du handball, qui est, quand on rentre dans la pratique fédérale, il y a un carcan, il y a un règlement où on ne peut pas faire jouer les gens n'importe où selon leur âge, et puis après, bien entendu, quand on rentre dans la compétition, on a des objectifs de résultats, et certaines personnes ne rentrent pas dans ces critères-là. Donc dans le système fédéral pour le handball, pour ma part, c'est difficile de les faire évoluer, donc on essaie plutôt de s'orienter vers une pratique plutôt loisir avec ces personnes. Donc moi je lance un appel, puisque tous les mercredis, on a un créneau de 19h30 à 20h45. Donc vous êtes tous les bienvenus, ceux qui ont envie d'échanger la balle, vous êtes les bienvenus pour venir partager cette heure et demie. Puis après on essaie d'avoir des rencontres le plus régulièrement possible. Avec les 2 dernières saisons, on va dire que ça a été très compliqué de faire des rencontres. Alors, notre but c'est de faire venir du monde pour partager. Tu dis l'heure, mais tu dis pas le lieu. Pardon, parce que c'était là pour moi, c'était le problème. C'est Didier, vous pouvez me dire le lieu s'il vous plaît? Clarensac. À Clarensac, je de Clarensac. Voilà, pas très loin de Nîmes, mais sur la route à Nîmes-et-Saône. Il y a même des bus, et puis je vois qu'il y a Clarensacois qui est dans la jeune. Tu peux venir et tu peux amener tes copains, je crois que tu as le permis aussi, tu peux les véhiculer. Peut-être que sur la fac il y a un minibus, et ça peut être l'occasion de faire. S'il y a des créneaux ici sur le nouveau gymnase, on pourrait peut-être venir aussi, parce que nous on est à la recherche de faire des rencontres, parce que les sportifs sont très frustrés ils sont toujours en train de demander quand est-ce qu'on va se rencontrer. Il faut savoir que sur la région Occitanie, il est prévu qu'on a aussi dans ce groupe où il y a 16 joueurs, 16 sportifs. Sur les 16 sportifs, on a quand même un groupe qui a une vocation un peu compétitive. On est inscrit sur un championnat de France de sport adapté. Et pour se qualifier, il faut faire une phase régionale. Sur toute l'Occitanie, l'équipe de handball 30 n'a pas d'adversaire. Sur 13 départements. Donc on se doit d'aller sur le site du lieu de qualification. Donc les autres équipes, puisqu'il y a plusieurs niveaux de jeu en fonction des difficultés des personnes. Et nous, puisqu'on est avec des personnes qui sont le plus en difficulté, il n'y a pas d'équipe en Occitanie. Donc, est-ce que vous avez défini pourquoi? Le pourquoi? Alors, je peux dire, sur le handball, c'est un problème d'encadrement et de formation. Ouais. On a très peu, parce que on se rend compte quand on fait appel et qu'on rencontre des loisirs, ça se passe bien. Et quand les clubs qui font déjà, il y a un problème de créneau. On a très peu déjà pour développer le handball ici sur le secteur. En fait, sur l'ancienne Languedoc-Roussillon, on est on va dire un territoire en grande pénurie d'infrastructures. Donc après sur l'Occitanie, il y a d'autres départements qui sont un peu plus dotés, mais les clubs ont du mal déjà à encadrer, on va dire, à la pratique ordinaire. Et puis après le handicap fait peur parce que la méconnaissance du public, c'est quand même une barrière. Les gens se demandent mais comment faire, moi je ne sais pas. Alors que je pense que la priorité c'est la bonne volonté. Quand on sait ce qu'on pratique, et quand on connaît sa pratique, il suffit d'adapter, de mettre des situations en place, et de s'adapter, mais comme on le fait avec du public ordinaire, on s'adapte toujours au niveau de jeu, quand on a des objectifs de niveau de jeu, quand on est dans la compétition, là c'est la même chose pour le sport adapté. Mais puisqu'on avait fait une petite enquête auprès des clubs, et c'était c'était le manque de créneaux, et après le manque de personnel, puisque on est en manque d'encadrement. Essayez l'apéro après. Ça va tout sur le penchant loisir. Je te remercie Brice. Le but, évidemment, parce qu'il y en a qui prennent des notes, c'est filmé aussi, c'est vraiment qu'il y ait une interaction, une réflexion. C'est ce qu'on appelle le cerveau collectif, tous ensemble. N'hésitez pas à lever la main, intervenir, poser des questions. Et puis, c'est le but, c'est qu'on avance aussi sur le projet, ce colloque, et vraiment qu'on avance sur ces étapes-là. Alexis, merci en tout cas d'être là, je le redirai encore. Et je te laisse te présenter et expliquer un peu ta démarche aujourd'hui. Alors, d'abord, ravi d'être avec vous, à partager cette expérience. J'apprends plein de choses de tous les côtés, c'est assez intéressant. Je vais changer complètement. Ah, d'accord.
Tu effaces tout et tu repars. Ouais. D'accord. Je vais essayer de vous le raconter en termes de trajectoire. Alors moi, je viens des STAPS, je me suis spécialisé dans les activités physiques adaptées. À un moment de ma vie où j'ai découvert le monde du handicap, donc c'était une découverte et je me suis dit je vais essayer de faire un changement d'orientation. Au cours de mes pérégrinations au sud de l'Europe, j'ai découvert différentes pratiques très intéressantes, et notamment en Italie, le basking. À un moment donné, je viens en contact du basking, basket inclusif. Je l'ai découvert ça en 2005, et il avait été créé juste quelques années avant. L'association Basking s'est constituée en 2006, donc j'ai pu en quelque sorte participer à cette constitution, mais je n'ai aucun mérite dans la création du basking. Moi j'ai découvert le basking, il existait déjà. J'ai décidé d'en faire un sujet de thèse, donc j'ai fait ma thèse sur le basking. Ça m'a donné l'occasion de l'approfondir en tant que chercheur, mais aussi rapidement en tant qu'acteur militant. Donc j'ai été joueur, entraîneur, arbitre, puis aujourd'hui je suis formateur et formateur des formateurs de basket. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous raconter un petit peu alors le basking, grosso modo, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est un nouveau sport qui s'inspire du basket, mais qui s'adresse, qui permet la participation de tout le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire filles et garçons, déjà, au sein de la même équipe. Pratiquants, basketteurs ou basketteuses qui sont à un bon niveau de basket, donc qui pratiquent parallèlement en basket, et ils viennent pratiquer aussi en basket. Des pratiquants qui n'ont pas une grande familiarité avec le ballon de basket ou avec le dribble, avec les spécificités techniques du basket, et donc s'ils devaient jouer au basket, il est probable que l'arbitre siffle un certain nombre d'infractions, donc marcher, reprise de dribble, etc. Et donc ça serait difficile pour eux d'exprimer leur potentiel. Dans le basking, il est prévu que s'ils ne possèdent pas cette compétence technique, ils aient un rôle qui leur permette de pratiquer, d'évoluer sur le terrain sans respecter exactement les mêmes contraintes techniques. Alexis, juste, qu'est-ce qui définit justement, parce qu'on va dire c'est une capacité cognitive, non pas forcément, qu'est-ce qui définit justement cette personne, où on différencie ceux qui peuvent l'inclure ou pas dans leurs règles, enfin leur fonction de moyen de fonctionner surtout. Ouais, ça c'est une question clé. Donc il y a 5 rôles. Donc chaque participant se retrouve avec l'un de ces 5 rôles. Comment on l'attribue? Eh bien on l'attribue sur la base de ce qu'on peut observer sur le terrain, donc des capacités fonctionnelles qui sont observables. Donc on ne s'intéresse pas du tout au diagnostic médical, aux catégories, aux syndromes, ou même filles et garçons. Enfin, on ne s'intéresse pas à des étiquettes qui existent a priori. On a besoin d'observer les personnes en train de fonctionner sur le terrain, le fonctionnement sur le terrain. Donc filles et garçons, avec et sans handicap, handicap physique, handicap intellectuel, avec une mobilité extrêmement réduite. Pour vous faire un exemple, une personne, fille ou garçon, qui n'est pas en mesure de tenir un ballon de basket qui est lourd et gros dans ses mains, alors il peut utiliser une balle plus petite, plus légère. Quelqu'un qui ne peut pas faire un tir dans un panier à une hauteur de 3 mètres, 3,05 m, il y a des basketteurs, eh bien, il y a des paniers supplémentaires sur les côtés, un à 2,20 m et un autre à 1,10 m. Donc il y a 3 types de paniers, mais qui permettent à tous les joueurs d'atteindre le même objectif. Donc chaque joueur, indépendamment de ses capacités fonctionnelles de départ, peut contribuer de façon décisive à la victoire de l'équipe. Et ça, l'équipe qui veut gagner, parce qu'il y a une dimension compétitive absolument
fondamentale. Donc ça c'est un autre thème, mais aujourd'hui je crois ça que peut être là aujourd'hui. ça peut être Sinon, facile on va d'aborder. Qu'est-ce que je disais? Sur les compétitions, c'était ça. Bon, chacun. Oui, chacun peut être vraiment décisif. Ah oui, voilà, c'est ça. L'équipe qui va gagner, c'est celle qui a plus de chances de gagner. Hein. C'est celle qui aura appris à miser sur les potentialités de tous ces joueurs. Donc ça, c'est l'intelligence du jeu collectif, elle se crée avec la pratique, c'est assez inévitable. Juste pour vous donner une petite idée des nombres de pratiquants. Alors, hors champ scolaire, il y a 2500 pratiquants en Italie. Ça fait 100, entre 100 et 120 équipes. Et en milieu scolaire, on est à peu près sur 15 000 élèves qui sont... Qui connaissait le basking? Si vous il y en a qui lève la main. Personne connaissait le basking? Moi je le découvre aussi. Hein. Donc c'est dimanche on a une petite démonstration, je crois. Dimanche, alors en France, donc, le développement du basking, il a commencé un petit peu en dehors de l'Italie. Donc en France, en Espagne, en Allemagne, en Grèce, au Luxembourg et dans quelques pays des Balkans. En France, il y a le pôle qui l'a plus développé pour l'instant, c'est autour de Nantes et en Vendée. Maintenant, il y a Lyon, ils sont en train de démarrer, c'est un peu expérimental, il y a une proto-équipe, mais ils vont venir dimanche essayer de faire une petite démonstration pratique. Donc, je vous invite dimanche à venir. Ça se fera le Costière. Merci. Et pour rebondir sur ces questions, peut-être... Dis ta question. Moi j'ai entendu dire qu'en Italie, il n'y avait pas des établissements, enfin, les enfants étaient scolarisés dans l'école, alors qu'ici on a des institutions spécialisées qui les accueillent. Et pour pratiquer le basket, vous le faites dans les écoles, si on le faisait dans les écoles, on aurait comme public dit ordinaire. Il faut les faire venir parce que nous on a la pratique partagée, qui c'est plus contraignant, je pense que c'est peut-être plus facile à aborder pour les Italiens. Parce que l'inclusion fait partie de leur modèle. Oui, il y a des configurations sociales et organisationnelles et institutionnelles différentes. Dans chaque pays, les configurations sont différentes et donc les défis de développement sont différents. En Italie, il y a eu cette facilité-là, c'est que la plupart, enfin, je veux dire la plupart, il existe quelques écoles spécialisées. En réalité, ça, personne ne le dit, les Italiens surtout ne le disent pas, mais il y en a. Même si, à leur tour, elles ont tendance à devenir inclusives. C'est un renversement de perspective. Mais disons que les écoles sont ordinaires. Donc tous les enfants sont... Oui, mais c'est toujours intéressant de prendre des précautions, de mettre des guillemets, ou de prendre des précautions, ou de penser, est-ce que le terme qu'on emploie est en train de... à quelle dynamique culturelle il participe. Toujours est-il que oui, la plupart des enfants sont scolarisés en milieu ordinaire. Donc ça, c'est le quotidien. Et donc c'est plus facile de mettre le basket est né en milieu scolaire, dans un collège. Il y a un prof d'éducation physique, un papa qui a différents enfants, dont une fille qui utilise un fauteuil électrique. Et donc, il y a un moment donné, quand ils étaient petits, alors c'est ce papa a 5 enfants. Tant qu'ils étaient petits, en bas âge, les frères et sœurs ont pu partager une expérience ludique avec des adaptations plus ou moins ingénieuses. Il fallait trouver quand même des solutions. Mais plus ces enfants ont grandi et ont commencé à prendre ceux qui ont choisi en tout cas la voie sportive, là, la pression de la norme a commencé à se manifester de façon beaucoup plus criante. La norme de l'excellence sportive, au sens normatif du terme, justement, donc dans le basket, eh bien, soit on est en mesure de répondre à ces exigences, à ce standard, et on se rapproche de la norme, et alors là on peut exprimer tout son potentiel, soit si on s'en éloigne, eh bien on reste sur la touche, on ne participe pas. Alors, il faut avoir quand même un esprit compétitif pour pouvoir y participer. C'est-à-dire que le but c'est quand même de gagner. C'est pas toutes les personnes qui ont cette envie forcément. Ça relève
d'un domaine plus de politique de développement. L'organisme qui est porteur du projet Baskin décide sur quel secteur investir le plus. Secteur scolaire, secteur compète, secteur loisirs. D'accord. Mais bon, il faut aussi réinterpréter un petit peu le secteur compète. Parce que le secteur compète du Baskin, je peux vous garantir qu'il est d'une convivialité très particulière. Donc, il faut aussi relire un petit peu ce que l'on a l'habitude de voir dans le milieu compétition. Et donc il y a un arbitre, il y a un arbitrage. Il y a au moins un arbitre. Sur le règlement, il en faut un. Dans la pratique, il en faut deux. Au moins. Oui. Ces systèmes de sifflet, pareil, parce que je pense à certaines personnes qui ont, au niveau auditif, c'est une agression. Comment ça se passe pour ce... Bon, c'est au sifflet, c'est pareil? Oui, c'est pareil, mais dans l'expérience qu'on a pour l'instant, on n'a pas eu de grosses difficultés, mais attention, au mieux, il faut mieux le formuler différemment. On se confronte sans cesse à des nouvelles difficultés pratiques, de prise en compte de la singularité des joueurs qui sont devant nous, toujours. Il y a toujours des nouvelles situations qui apparaissent. Donc il faut toujours essayer de construire des parcours d'accompagnement. Alors ça c'est au niveau de l'équipe. Une équipe et les personnes qui s'occupent de la conduction de l'expérience au cours de l'année essaient de prendre en compte la situation face à laquelle ils se trouvent et trouver des solutions. Mais d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de codification particulière vis-à-vis de l'arbitrage et des... Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sur des clubs ici de certaines... Juste pour avoir s'il y a des questions justement, où des personnes peuvent avoir des questions un peu sur comment adapter la pratique sportive du sport que vous enseignez, peut-être à ce même, pas le modèle, mais moyen de voir les choses, on va dire. Non? Personne? Ouais. Nous on fait, en fait, je fais partie d'une association sportive, c'est la boxe thaïlandaise. Ouais. Donc déjà on s'imagine que c'est un peu de long, mais pas du tout. J'ai un compétiteur à ma gauche. On pratique cela à Garon, dans une salle il y a plusieurs sports, il y a le judo, etc. On a décidé de nous imposer des personnes soi-disant en situation de handicap dans les groupes avec les autres personnes pour qu'ils puissent pratiquer leur sport. Bien sûr, la problématique, c'est surtout d'avoir des personnes autour des personnes en situation de handicap, donc des éducateurs spécialisés, dont je suis. Et sinon, à part cela, le public accueille les personnes en situation de handicap sans problème. Et il pratique son sport comme il en a envie, parce que c'était un rêve qu'il avait depuis très longtemps. Il m'en avait déjà parlé, il en avait parlé à plusieurs personnes qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Et on a décidé, parce que c'était compliqué pour les subventions, etc., de le faire bénévolement et de le faire venir directement pour qu'il puisse profiter du sport qu'il avait envie. Voilà. Et parallèlement, je suis dans une association du carré Véronine, ça veut dire je cours, je fais des compétitions de 5 km. Pour le moment, là on est 2 personnes en situation d'handicap, mais on est en train d'écrire. Ça veut dire, c'est comme disait William, c'est valide et invalide. Et ça, c'est qui est beau, c'est le sport. Il est mélangé en doute, c'est pas parce que moi ça me plairait pas de me retrouver qu'avec des gens
c'est comme tout, il faut un peu mélanger. C'est comme ça que la société nous regardera autrement, quoi. C'est pas parce que c'est peut-être qu'on est on a un handicap physique, mais c'est pas mental. Ça dépend des handicaps. Il y a mais il faut aller le moniteur va nourrir, il comprend, voilà. Mais par rapport à la boxe thaïlandaise, c'est ça, c'est la thaïlandaise. Hein. Oui. Moi j'ai un handicap par rapport à toi, c'est que je sais pas le faire. Hein. C'est moi qui suis l'handicapé. La boxe thaïlandaise, moi, je le fais plutôt pour mes mouvements, pour me synchroniser. C'est pas parce que je voulais faire du combat à tout près, c'est pour ma motricité fine, pour que je dois, voilà, Très bien. La chance Ça va bien dans le sens. La chance qu'on a, c'est qu'il justement avec KB Running, avec qui il est en club, il est dans un club sportif où il a mélangé tous les publics. Ça lui permet déjà sa motricité, être déjà sur piste, etc. Ça lui a permis aussi de se mettre au trail. Qui pourrait être incroyable, parce qu'on en a fait un hier. Je sais, je l'ai vu. Et puis il a monté une belle petite montagne, alors que c'est pour ça que maintenant, depuis qu'il voit les marches, il est tout seul et il descend tout seul, il a envie. Super. voilà. Merci. Donc par rapport, oui, continue un peu, je suis un peu coupé dans le développement. Non, mais j'ai pensé à une chose que je n'avais pas dite qui peut être intéressante. Les rôles donc, sont attribués en fonction des capacités observées. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que les rôles, donc il y a rôle 1, 2, 3, 4, 5, donc une apparente hiérarchie. En fait, il y a une hiérarchie par rapport à une certaine norme, c'est-à-dire la mobilité physique. D'abord, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est reconnaître qu'on ne part pas tous des mêmes conditions pour pouvoir tirer dans un panier de basket à 3,05 m. Et donc il y a un rôle 1, il y a un rôle 2, il y a un rôle 3, il y a un rôle 4, il y a un rôle 5. Les rôles, par exemple 3, 4 et 5, donc les 5 c'est typiquement les basketteurs ou basketteuses, ils peuvent avoir un handicap ou ne pas avoir de handicap. Il n'y a pas... Donc on se retrouve vraiment avec une saine confusion des étiquettes. Les gens s'y perdent parfois, mais non, mais parce que ça correspond. Les rôles permettent d'arriver au but, c'est de marquer. Et c'est des rôles différents d'action ou c'est des rôles, j'ai du mal à comprendre pour ces 5 rôles. Oui, chaque rôle a des règles qui sont spécifiques. Alors le principe c'est-à-dire de le base, déplacement, le tir, c'est des... Non, ça le principe de base, c'est la défense. On ne peut pas défendre si on est un rôle 5, c'est-à-dire qu'on a une mobilité et une rapidité de déplacement et une compétence technique spécifique sur le dribble. On ne peut pas défendre sur un rôle 4 ou un rôle 3. Un rôle 4 ne peut pas défendre sur un rôle 3. C'est un peu mettre des étiquettes aussi. C'est reconnaître qu'on a des points de départ différents. Oui, oui. Ah oui. Le basket, absolument. Ceux qui ont conçu le basket pensent que dans le cadre sportif codifié, on est en train de parler de ce domaine-là, c'est important de reconnaître de façon objective les capacités possédées. Après, c'est aux instruments culturels de l'homme d'inventer des dispositifs qui puissent mettre en valeur les capacités possédées. C'est une façon de... Oui, non. Du coup, il y a une question par rapport à ces 1, 2, 3, 4, 5. Puisque ça part des capacités constatées, fonctionnelles, etc., est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution? Oui. Oui, on bien peut sûr. changer de rôle.
Oui. au fil du Mais pas- développement des habiletés. Oui, exactement, tout à fait. Tout à fait. Et donc aux personnes qui évaluent sur le terrain si finalement ils peuvent ou pas. C'est ça, pour évaluer dans quel rôle. Oui, bon, il y a. C'est un petit peu organisé. Oui, non, mais c'est pour ça. Oui, ça c'est pas au milieu du match. Au Voilà, milieu du match, c'est, on ne change pas de rôle. Et Mais- est-ce que il faut un certain nombre de chaque type de Oui, joueurs? il y a ça ressemble un petit peu au basket fauteuil pour ceux qui connaissent le basket fauteuil. D'ailleurs, le basket fauteuil a inventé un mécanisme auquel le basket s'est inspiré. C'est-à-dire que pour pouvoir composer une équipe de basket fauteuil, il y a 5 joueurs sur le terrain. Chaque joueur a des points en fonction de sa mobilité. Sur le terrain. Jusqu'à 4.5, non? Donc pour celui qui a une amputation en dessous du genou, il a une très bonne mobilité du tronc supérieur, du tronc et des membres supérieurs, il va avoir 4.5. Pour quelqu'un qui a une lésion, donc une personne qui a une paraplégie et qui va avoir, on en parlait tout à l'heure, une mobilité pas aussi importante que celui qui a une amputation, il va avoir un point inférieur, mettons 2 points. Le mécanisme, c'est quoi? Si la somme des points des 5 joueurs présents sur le terrain ne peut pas dépasser 14, on va dire. Ça dépend si on est en international ou pas. Et donc c'est ça le principe. Chaque équipe doit composer de façon à respecter cette règle. Donc cette règle-là implique de créer une certaine hétérogénéité au sein de l'équipe. Mais chaque équipe le fait. Alors c'est une hétérogénéité qui reste limitée. Parce qu'au basket fauteuil, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne pourront jamais espérer pouvoir participer. Très bien. Oui, Christophe? Oui, c'est bon, ça a répondu à vous? oui, une dernière question technique. Oui. Tu disais qu'il y avait plusieurs sortes de balles. Oui. Et comment ça se fait? Il y a plusieurs dans le match. Il y a 2 balles différentes qui arrivent ou... Bon, après, sur le plan technique, il y a plein de petites choses à savoir, mais bon, pour répondre à cette question, il y a le rôle 1, qui a le droit d'avoir un remplacement de balle. Donc, quand un coéquipier pénètre à l'intérieur de l'aire latérale, où se trouve le joueur de rôle numéro 1, l'arbitre siffle, le chrono s'arrête, possibilité de remplacement de balle, et à partir du moment où le joueur se saisit de la petite balle, le chrono part, et là il a 10 secondes pour faire toutes les actions qu'il doit faire, c'est-à-dire armer son tir, se positionner face au panier, armer son tir, tirer. S'il met plus de 10 secondes, l'arbitre siffle. Et ça, C'est un peu compliqué. Face à un nouveau sport, Oui, d'accord. dans un nouveau sport, mais ce qui est important à comprendre, c'est ça quand même. C'est effectivement, il y a, surtout pour ceux qui viennent de l'APA, peut-être qu'il y a des gens qui sont en APA, en activité physique adaptée, ce qui domine, et ce dont on est fier, particulièrement fier, c'est le côté artisanal. C'est-à-dire que le professionnel en APA va à chaque fois s'adapter de façon différente à la situation singulière face à laquelle il se trouve. C'est ça la force de l'APA. Le basket, il pointe au départ sur autre chose. Et là, ça va effrayer les... Il pointe sur de la codification ou de la grammatisation. Un effort, une tentative plutôt, de grammatisation inclusive dans le champ sportif. Ce qui est une autre logique. Ce n'est plus de l'artisanat, c'est une logique, permettez-moi, plus industrielle. Avec un risque énorme, évidemment, puisque quand on est sur l'industrie, on est sur du standard. Si on est sur du standard, on est sur de la potentielle exclusion. Et donc là, il y a tout un espace qui s'ouvre où l'entraîneur, face à son équipe, il doit redécouvrir le potentiel de l'artisanat. Il doit rebricoler pour pouvoir créer la relation, pour pouvoir tenir compte des singularités. Mais j'insiste sur le fait de la codification et l'aspect, je le dis de façon provocatrice, hein, moi j'aime pas du tout la logique industrielle, mais il y a quand même un résultat. Le résultat, c'est qu'il y a des gens
beaucoup de gens qui pratiquent. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont... Et le regard des personnes qui gravitent autour et qui regardent les matchs et qui prennent du plaisir à voir, parce que c'est aussi beau à voir. Et une esthétique inclusive très intéressante. C'est pas de la charité. C'est pas, ah oui, on va les faire marquer un panier. C'est le droit au succès. Oui, tous les joueurs doivent avoir le droit de faire un panier, de contribuer de façon décisive au match. Oui, ça c'est le premier droit auquel il faut répondre. Mais il y a aussi un droit à l'échec. Il faut donner le droit à l'échec à tout le monde. Parce que si on rapproche le joueur à 550 cm pour qu'il fasse son panier et tout le monde applaudisse, et que ça se reproduise 10 fois de suite, 20 fois de suite, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Il n'y a pas plus humiliant pour cette personne. À la limite, les spectateurs ne vont plus regarder. De toute façon, ils savent déjà ce qui va se passer. Ils ne regardent plus. On ne pouvait pas offrir une situation pire que celle-ci à cette personne. Donc il faut qu'il y ait un suspense. On parlait d'égalité, on l'a fait là-dessus, de la réussite et l'échec. Christophe. Merci. Du coup, par rapport à votre pratique, quels ont été les freins ou les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui au développement de cette pratique en France? Et par rapport au modèle qu'on retrouve en France avec 2 fédérations, handisport, sport adapté et d'autres fédérations, quel rapprochement vous avez opéré avec ces fédérations? En France. En France. Pas une autre question? Non. Mais, déjà, les freins et obstacles, en tout cas pour le développement de cette pratique aujourd'hui en France. Mais il faut partir. Les problèmes sont les mêmes partout, à mon avis. En Italie, qu'est-ce qui s'est passé au départ? L'Italie a dit, au début, ils imaginaient même pas que ça sorte de l'école, du collège. Puis après, ça se développe dans les collèges, autour dans la ville de Crémone, puis après dans la région, puis après hors de la région, mais ils n'imaginaient même pas ça. Alors, quand il y a eu un certain nombre de pratiquants, ils se sont dit, bon, on va frapper à la porte du comité olympique. Donc le monde sportif valide. Et on leur dit, est-ce qu'il y aura une place pour nous? Et nous, on ne s'occupe pas du handicap. Allez donc voir le comité paralympique. Ah, ok. Mais nous, on ne s'occupe pas des valides. Et donc, ça a duré pendant des années. Il n'y avait pas de... Institutionnellement, le sport inclusif n'était pas pensé. Il n'y avait pas la boîte, la case, la catégorie. C'était pas... Institutionnellement, c'était pas prévu. Quand il y a eu une telle explosion du nombre de pratiquants, tout le monde a commencé à changer un petit peu de discours. On dit, mais attendez, mais ça nous intéresse, mais nous on s'intéresse à l'inclusion. Et le premier qui a vraiment ouvert la porte, en essayant de proposer un parcours d'institutionnalisation de la pratique, ça a été le mouvement paralympique. Donc ça pour le côté italien. En France, il y a du bricolage qui se fait, mais de la même façon qu'en Italie, on a toujours choisi de ne pas faire de partenariat exclusif avec des partenaires, que ça ne soit pas approprié par un organisme, parce que l'idée c'est que ça soit la société qui se l'approprie en quelque sorte, non, donc les différents acteurs potentiellement intéressés qui puissent se l'approprier. Donc les conventions oui, mais pas exclusives. Et on a proposé au Français de fonctionner de la même façon. Grosso modo, il y a eu une histoire avec la fédération de basket, mais c'est pas le... Bon, ça a plus ou moins marché, on va dire. Par contre, il y a eu des fédés affinitaires, fédés multisports, notamment l'UFOLEP. C'est l'organisme qui a, en ce moment, qui a le plus ouvert sa porte. Il a même codifié le baskin. Ils ont un numéro, je ne me rappelle plus comment ça marche en France, ils ont Il y avait les sports adaptés à handisport. Comment ça s'est gagné? Il faut voir dans chaque territoire, il faut voir dans chaque ville. À Nantes, ils ont des liens avec le handisport. Mais dans les détails, je ne sais pas. C'est sûr avec le sport adapté. Avec le handisport, je crois qu'ils ont des liens aussi. Mais il faut se dire que le baskin, c'est pas l'idéal pour une personne qui a une bonne mobilité en fauteuil. Parce que une personne qui a une bonne mobilité en fauteuil, il ne participe pas sur l'ensemble du terrain. Il est dans une zone latérale. Et pour quelqu'un qui a une bonne mobilité, c'est frustrant. Et donc, le baskin, c'est pas une... voilà, ça par exemple, c'est un bon contre-exemple.
le basket ne répond pas très bien aux désirs des personnes qui ont une bonne mobilité. Il y en a quelques-uns qui s'y prêtent parce qu'ils aiment bien cette dimension du partage. Et il y a aussi un petit challenge. Hein. Ils doivent vraiment, ils ont quelque chose à faire qui représente un petit défi sportif. Mais par rapport au basket fauteuil, c'est bien mieux de jouer au basket fauteuil. Je veux dire, Des questions? N'hésitez pas. Oui. Voilà, nous on fait avec mon collègue partie d'une maison d'accueil spécialisée, donc avec quand même beaucoup de handicaps assez lourds. On est souvent confronté en fait à ne pas pouvoir accéder à des sports. Donc on intervient, mon collègue, sur la sarbacane, on intervient sur la boccia. On a eu la chance d'avoir un partenariat avec l'Escrime Handisport, mais qui s'est fait par hasard. Alors je dis par hasard parce qu'en fait, ce qu'on aimerait aussi, c'est que de temps en temps, que ce soit le sport adapté ou l'handisport, puisse nous faire des propositions. Parce qu'actuellement, on a une journée qui est sur les jeudis adultes avec l'handisport, mais pour moi, c'est encore pas de l'inclusion, c'est pas suffisant. Et avec le sport adapté, on a des journées, mais qui sont plutôt sous forme de loisirs, qui sont assez infantilisantes pour nous, notre structure, puisqu'en fait c'est des adultes, hein, et qui sont en demande de ça. Et par ailleurs, on a un autre souci, c'est qu'on nous a enlevé le GIP depuis quelques années. On a essayé par le journal, par la mairie, par le département. GIP, c'est le déplacement. C'est le déplacement, alors qu'on a quand même des résidents qui aimeraient se rendre au foot fauteuil individuellement, hein, voilà. Parce qu'on ne peut pas travailler 24 heures sur 24, parce que je pense qu'on aurait des résidents qui aimeraient aller faire du handball, mais c'est pas possible. Et du coup, il y a aussi tous ces moyens autour qui sont quand même vraiment manquants, au-delà des formations de chacun. Hein. Je pense que déjà, rien que la base, les moyens en bas, s'ils ne sont pas là, on pourra tous bien se former, on ne sera pas pertinent dans ce qu'on proposera. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que peut-être, ce qui me manquerait, moi, c'est d'uniformiser un peu les différentes structures. Moi j'aimerais par exemple que madame elle vienne nous cogner à la porte de la masse et nous dire bah voilà, moi j'ai des créneaux en escalade, est-ce que vous avez des résidents qui seraient intéressés? Et très certainement nous on essaiera de mettre les moyens pour les accompagner. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on se heurte, malgré qu'on soit tous les deux avec mon collègue porteurs de projets sportifs, même pour des personnes en situation de handicap lourd. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout ce côté-là qu'il faut qu'on arrive à traiter avant aussi, je pense. Donc c'est vrai qu'au niveau du DAIS, il y a l'accompagnement de ces personnes. Hein. C'est vraiment, on part de l'envie, ce que les personnes souhaitent faire, pour après, oui, s'orienter. Et l'autonomie, c'est la grande difficulté pour ce genre de personnes, de pouvoir avoir accès et le déplacement pour y aller. Donc là, les moyens, on ne va pas refaire le débat, hein, on sait qu'il y en a de moins en moins. Donc voilà, comment on peut impliquer des gens qui sont dans un secteur où il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de tout ça, pour aller sur les pratiquer, en tout cas dans les sports, puisque voilà, c'est vous qui les déplacez ou c'est les personnes qui viennent dans votre établissement. C'est soit l'un, soit l'autre. Oui. Ça fait partie des freins. Qui, et pourtant, on œuvre, on est en partenariat, aller chercher les partenaires, mais c'est vrai qu'on vient rarement cogner chez nous quand même. Si je peux me permettre, nous on intervient avec l'ARAMA de Nîmes. Et ils amènent, on les fait grimper en falaise et on fait 3 journées avec eux et c'est que du plaisir, hein, il faut voir. Hein. On a une douzaine de non-voyants et c'est fabuleux. On passe des moments. Nous on a 2 marchands. Tout le reste sont personnes en fauteuil manuel ou électrique ou polyhandicap lourd. Donc, un public majoritairement infirme moteur cérébro. L'accès serait difficile pour eux. Voilà. C'est pas une proposition que je peux vous faire, parce qu'on n'a pas encore de structure. Il y a un beau mur d'escalade à Bouillargues qui vient d'être construit à 35 mètres de long, 8 mètres de haut. Je ne peux pas intervenir avec les clubs du secteur de Nîmes. Nous, on est dans la partie haute. Non, mais on va y arriver, mais il nous faudra sûrement un an ou deux avant. Magnifique. C'est vrai, il faut le taper à la porte là-bas. Oui, bonjour, moi je m'appelle Colline, je suis enseignante papa dans un IME à Lunel. Je vais vous faire part de 2 expériences. Donc, sur l'inclusion des jeunes que j'accueille, donc qui sont de 6 à 22 ans, qui sont déficients intellectuels. C'est des jeunes qui ont envie de faire du sport comme n'importe quel jeune qu'on rencontre.
Donc on a commencé un travail avec mes collègues pour les accompagner dans des clubs, on va dire, lambda, ordinaires, faire de la danse, du hand, du foot. Donc à un certain âge, on va dire jusqu'à 8-10 ans, la différence entre tous les jeunes du groupe ne se voyait pas. Et quand on commence à rentrer dans la compétition, ce que vous disiez, c'est compliqué puisqu'il y a une performance, une demande de performance, et nos jeunes de l'institution n'y répondent pas. Ils viennent pour du loisir. Sauf qu'à cet âge-là, le loisir, c'est très compliqué d'en trouver. Donc c'était la première grosse difficulté qu'on a eue. Donc qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes qui ont plus de 12 ans, on va dire, qui veulent pratiquer du sport comme tout le monde, et que dans les clubs, soit les intervenants ne sont pas formés, ce que je comprends, hein, on ne connaît pas le handicap quand on n'est pas de la profession. Donc moi, en tant que prof de sport à APA, je viens et j'aide, j'accompagne, je donne des billes pour aider les intervenants. Mais ça ne suffit pas, le lien ne se crée pas, donc c'est compliqué de poursuivre la pratique sportive. Donc on se tourne vers des clubs comme le MCSA qui est sur Montpellier, le Montpellier Club Sport Adapté, qui propose des créneaux de sport en périscolaire, donc après 4h30. Donc ça reste du sport adapté, donc il n'y a pas d'inclusion. Donc voilà, ça c'est une grosse difficulté. Et effectivement, le hand, moi c'est un truc qui pourrait m'intéresser, donc on discutera après. Et la deuxième expérience pro, c'est on a un jeune qui a 15 ans qui adore le foot. Voilà. Il a joué au foot depuis ses 5 ans, il fait partie d'un club sur Lunel, donc il joue avec les collègues. Et à 15 ans, quand il revient le lendemain de sa séance, il me dit je me suis régalé, trop bien, j'y retourne la semaine prochaine, et le week-end prochain, il y a match, mais je ne suis pas sélectionné. Ah, pourquoi tu n'es pas sélectionné? Parce que j'ai pas le niveau. Ah. Donc là, c'est compliqué pour nous, en tant que prof d'APA, de dire mince, t'as pas le niveau, mais tu vas faire les entraînements avec les collègues, tu peux même pas au moins être sur le terrain 5 minutes pour faire partie de l'équipe. Donc ça reste un jeune qui s'investit, ses parents le suivent, l'accompagnent, il se déplace les week-ends pour aller voir les collègues jouer, mais il ne fait pas partie de l'équipe de match, parce qu'à un moment donné, il n'a pas les compétences requises au niveau du regard de l'entraîneur de foot pour faire partie de l'équipe, donc en compétition. C'est un cercle en plus, c'est-à-dire que moins il va pouvoir participer au match, moins il va développer la culture sportive qui va avec, plus il va être décalé et puis dans tous les environnements. Et en fait, cette année, il a demandé à arrêter le club de Lunel pour faire partie du sport adapté, pour prendre plus de plaisir, parce qu'en fait, il ne s'y retrouvait plus. Donc c'est la grosse difficulté de l'inclusion dans le sport, c'est d'un moment donné, le club qu'on a en face de nous, il n'est pas adapté à nos jeunes. Voilà. Oui, et puis je te laisse... Je veux dire, le sport, plus on va vers le haut niveau, il n'est pas inclusif, il exclut. Si tu n'es pas performant, tu seras mauvais. C'est ça. Et nous, il n'y a pas que dans le handicap. Moi, je voulais juste poser une question. Est-ce qu'il y a que lui qui n'était pas sélectionné pour le match? C'était le seul à chaque fois? D'accord. Parce que même dans le sport, disons, ordinaire, pour prendre un exemple, moi j'ai une fille qui n'est pas handicapée, et le mercredi on annonce la liste des joueuses qui feront le match le samedi, et il y en a qui ne sont pas sélectionnées. Bien sûr, et elles sont frustrées, elles ont envie d'arrêter aussi. Voilà. Et elles finissent où? Parce qu'elles ne vont pas finir au sport adapté. Parce que finalement, la population... Non, mais c'était juste pour illustrer le fait que cette frustration-là, je la comprends, mais il est aussi vécu, c'est le sport fédéral et le sport Mais bien sûr. C'est-à-dire que ce problème d'exclusion de la norme sportive, il concerne 60%, il concerne un pourcentage très important de la population. Les jeunes, après 15 ans, il y a un abandon massif. Un peu avant 14 ans, ça commence. Mais statistiquement, après 15 ans, ceux qui continuent à pratiquer, c'est ceux qui sont proches d'une norme. Donc, si on n'interroge pas cette norme-là dans les différentes pratiques, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, dans différents sports, parce qu'il y a ceux qui n'aiment pas le basket, ils n'aimeront pas le basket, c'est sûr. Et il faudra qu'ils puissent trouver autre chose. Donc, inventer le handball à l'intérieur duquel il y ait le handi, vous avez presque où? Mon copine.
Mais l'important, c'est qu'il y a nécessité de pluraliser les normes de référence. Parce que tant qu'on restera sur une norme d'excellence, on exclura forcément beaucoup de gens. Et on peut toujours se rabattre sur du loisir, on peut toujours, non pas pour dire que c'est moins bien le loisir, mais on peut toujours se dire, bon, bah, tant pis, on va jouer entre nous et se faire plaisir. Oui, et parfois c'est très bien comme ça, mais il faut se demander ce que veut vraiment l'autre. Parce que moi, de ces pratiquants dont je vous parlais tout à l'heure, 2500 pratiquants, moi je vois qu'ils aiment bien faire des matchs. Ils aiment bien vivre ces moments de compétition. Ils n'arrivent pas dans des extrêmes un peu ridicules qui existent par ailleurs dans le monde sportif. Mais ils aiment bien ça. Donc c'est un de leurs désirs. Et pourquoi ne pas y répondre? Et pourquoi ne pas essayer d'y répondre en tout cas? Et essayer d'y répondre, ça signifie interroger cette unique norme sportive. Oui, j'allais dire, dans l'école, c'est pareil. Dans l'école, c'est exactement pareil. La société en général. Oui, du coup, ça fait un petit moment que je réfléchis à prendre la parole parce que j'ai peur que mon discours il paraisse très naïf. Du coup, moi je suis en L3 Staff ça passe et à côté de ça, je suis maître nageur. Oui. Du coup, j'ai 2 anecdotes dont je voulais faire part. Du coup, il y a 2 ans, j'étais dans un service civique. Je faisais un service civique dans un club de hand, donc le club de hand à Génerac. Oui. Et donc, ma mère est éducatrice de jeunes enfants et travaille avec Colline, du coup. Et on s'était dit, donc moi j'étais sur vraiment les moins de 11 et l'école de hand, donc on était vraiment sur les plus jeunes. Et ce qui se passait, c'est qu'on s'était dit qu'on pouvait mettre un partenariat en place avec l'IME, donc de l'UNEL, pour qu'on fasse un entraînement avec donc mon groupe d'enfants habituels et les jeunes de l'IME, qui au final ne s'est pas fait puisqu'il y a eu le Covid. Mais donc du coup, on met à peu près ça en place, etc. Et moi je voulais un peu tâter le terrain et sonder auprès de mes jeunes à moi et des parents comment ils se positionnaient vis-à-vis de ce projet-là. Et donc je fais le choix donc, de parler aux plus jeunes que j'avais, donc on était sur du 3-5 ans. Donc j'ai les enfants je suis accroupie, je les entends pour moi, et je choisis de le présenter aux enfants avec les parents qui sont juste derrière parce qu'ils viennent les chercher. Donc en fait, du coup je présentais aux deux, mais avec mon discours pour les enfants. Donc j'explique, etc. Et donc il y a une réaction auquel je m'attendais qui arrive, donc les enfants, aucun souci. C'est les parents. Ça se passe très bien. J'ai un petit qui se met à pleurer, qui me dit qu'il a peur, mais on rationalise et ça se passe très bien. Et donc j'ai des parents qui me disent qu'ils ne mettront pas leur enfant sur cet entraînement-là et qui veulent connaître la date. Donc je suis quand même un petit peu surprise de la virulence de la réponse, parce que je trouve ça quand même violent, sachant que j'ai à peine évoqué l'éventualité que ça se produise. Mais après ça reste un choix individuel auquel je n'ai pas apporté de jugement, et donc je dis il n'y a pas de souci, vous serez tenu de la date et c'est votre choix. Et à l'inverse, j'ai des gens qui sont extrêmement emballés. Waouh, extraordinaire, il y aura des handicapés. Et en fait, j'ai été beaucoup plus mal à l'aise vis-à-vis de la réponse, où en fait, j'avais l'impression que en fait, je faisais venir le cirque. C'est un peu dur ce que je dis, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, je vais avoir plus de mal à gérer les réactions et les interactions des gens qui au final sont hyper contents d'être là et qui je pense du coup ne mesurent pas ce qui se passe. Et je me suis dit, mais je peux pas pénaliser, je peux pas leur en vouloir d'avoir de l'engouement pour ça, parce qu'en soi, comme je disais ce matin, c'est de la bienveillance. Oui, j'imagine c'est de la la princesse. bienveillance. Mais c'était c'est trop bien, c'était pas c'est trop bien, on va aider et on va les inclure. C'était c'est trop bien, on va en voir. Et j'avais été très. C'est l'interprétation. Attention. Si je peux donner mon avis vis-à-vis de n'importe quel militantisme, n'importe quelle forme de militantisme. Avant d'arriver à être militant convaincu, on passe au travers de beaucoup d'étapes. Et les personnes, on est tous comme ça. On a des points de départ, les gens ont des points de départ différents vis-à-vis de la relation au handicap. Peut-être que c'est inévitable, ou plus ou moins inévitable, pour certaines personnes, de passer par un stade un peu qui est un peu limite sur le plan inclusif. Mais il faut créer des parcours d'accompagnement, des parcours où les gens vont avoir la possibilité de construire et d'avancer dans leur cheminement.
Moi, je voudrais réagir à vos propos et à ce que j'entends derrière. Vous avez parlé, vous, qu'en Italie, ça a été un phénomène socio-culturel qui s'est développé, socio-sportif, qui a pris pendant l'ampleur, qui est parti de l'enfant vers l'adulte, qui a pris une propension au niveau paralympique. Je me pose la question, est-ce que nous, en France, on est passé par cette évolution socio-culturelle et comment on pourrait la mener aujourd'hui? Parce que le constat que je fais moi ce matin avec les différents interlocuteurs qui ont pu succéder, en France, on n'est pas habitué, la différence elle fait peur, le handicap fait peur, qu'il soit léger, lourd, mental, inné, acquis. Comment on peut travailler ça en termes d'inclusion sociale pour permettre une inclusion par le sport? Question de fond. Je vous pose la question. La scolarité pose beaucoup la scolarité, c'est pour ça qu'à notre premier rendez-vous, on avait Piazel qui était là. Et c'est la difficulté qu'il avait avec lui, c'était les instituts. Parce qu'il y a un moment, il a dit qu'il faut commencer par la base, donc c'est les enfants. Et avec le temps, une fois que les enfants seront habitués, qu'ils deviendront adultes, et de définir. Voilà, donc il y a un moment, il faut commencer, mais comme ce qui est confronté à ça, c'est-à-dire que c'est souvent les parents de ces enfants-là qui sont un frein et pas réellement les enfants. Mais ne pourrait-on donc pas former les adultes, ou déjà au sein des associations, au sein de l'éducation nationale? Ah oui, mais là on manque de moyens, c'est bizarre. On va, par contre, on a tenu sur un timing, je suis désolé. C'était juste de dire que un des enjeux majeurs de l'école inclusive, c'était ça. Mais même dans l'école inclusive, on a créé des clusters et on a continué, malgré les injonctions, on a continué à décider qui pouvait y aller, sous quelles conditions, comment, etc. Donc ça ne fonctionne pas. Et en amont de l'école, parce que j'entends dire à la crèche, il y a plein d'endroits où on a essayé de développer des crèches, je ne sais pas comment on dit, mixtes. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est toujours mixte. Même entre les garçons, c'est mixte, mais ils ne sont pas tous pareils. Et dans la plupart de ces crèches, ils ont évidemment des inscriptions des enfants avec handicap, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place, et ils ont beaucoup de mal à obtenir des inscriptions d'enfants qui n'aient pas de handicap. Donc ça reste effectivement culturellement très marqué, cette difficulté à se rassembler, mais c'était un des enjeux. Et l'exemple de l'Italie, moi j'en ai parlé avec Alexis hier, je connais pas mal l'Italie, j'y vais assez souvent, et en fait, le choix qu'ils ont fait dans les années 70, il comporte plein de défauts aussi, comme comporte n'importe quel système. Mais ce qui est radicalement différent, c'est quand vous baladez dans la rue, le regard social posé sur les personnes avec handicap n'est pas du tout le même. Non, comme au n'est Canada. pas du tout le même. Parce que, depuis 50 ans, ils vivent ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ce qui ne veut pas dire que... Mais on n'arrive pas à développer ça ici. Ma dernière question, c'est vrai, comment changer le regard pour permettre une meilleure inclusion de la personne avec différence, avec handicap, que ce soit la culture. Je pense qu'il y a un problème de fond au niveau culturel. Oui, mais on aura du temps. Dans ma présentation, c'était trois défis. Il y a un défi culturel, il y a un défi politique, et donc institutionnel, structuration institutionnelle, organisationnelle, et il y a un défi pratique. C'est-à-dire que ça peut aider qu'il y ait des pratiques susceptibles de faire vibrer la corde émotionnelle. Parce que l'émotion sportive, c'est quelque chose qui est relativement partageable de façon universelle. Et donc, s'il y a des pratiques qui peuvent servir de cheval de Troie, ou de, qui c'est qui me disait l'autre jour, j'aime pas trop l'expression, mais de marketing social, pour pouvoir faire sauter un certain nombre de freins, d'obstacles culturels, justement. Eh bien, pourquoi pas. Et à mon avis, le défi de pratique, il n'est pas à sous-estimer. Il n'est pas à sous-estimer. Parce qu'en Italie, en fait, il a contribué énormément, cette pratique, à transformer le regard. En tout cas, je voulais remercier Martine, Brice. Là, c'est notre appel, puisque... Mais absolument, parce que nous avions lancé une réflexion à très peu de monde, 3 personnes, sur justement la rencontre, la découverte du basket. On s'est dit, on va essayer de transposer au handball. On a posé par écrit un règlement, mais qu'on n'a jamais pu mettre en œuvre à cause des conditions sanitaires. Donc on souhaiterait pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle pratique. Non, mais vous imaginez.
Mais on a besoin de personnes avec plein d'idées, parce que moi, je suis dans le milieu fédéral du handball, donc je suis formaté en handball, donc s'il y a d'autres personnes avec d'autres idées, vous êtes les bienvenus, on aimerait créer un nouveau sport. Et après, pour finir sur une note positive, c'est dire quand même, l'avenir c'est chez les enfants, et que nous dans les clubs de handball, tant qu'on n'arrive pas sur la compétition, c'est-à-dire jusqu'à moins de 11 ans, c'est-à-dire les écoles primaires, les clubs, on se rend compte en faisant un sondage informel, en demandant s'ils accueillent des personnes en situation de handicap. Et dans de nombreux clubs, on voit qu'il y a des enfants qui sont, mais comme les autres, ils ne sont pas simplement, les parents n'arrivent pas avec des types les handicapés, ils les prennent. Vous pouvez prendre mon enfant et on se rend compte, parce que moi après, en allant dans les clubs, je me rends compte que ces enfants peuvent être après scolarisés en institution spécialisée, mais ils ne sont pas arrivés avec cette étiquette-là et ils sont intégrés, ils jouent dans le club, mais après dès qu'on passe le palier de la compétition, soit ils rentrent dans le cadre, soit ils sont échus comme tout autre joueur. Chez les plus petits, en plus, on a la facilité, c'est-à-dire qu'après, il y a des catégories d'âge aussi, on est contraint. Alors que chez les plus jeunes, on peut jongler, se dire, voilà, il y a 3 ans de plus, mais ses compétences en balistique, il vaut mieux qu'il reste avec ses copains, et ça pose aucun problème. Ni aux parents, ni aux copains. Je te remercie, Brice.